Bonjour à tous, vous avez tous entendu parler de ce ballon chinois soi-disant météo qui a été abattu par deux chasseurs F-22 Raptor de l'armée américaine au large de la Caroline du Nord le 4 février dernier. Moi je vous dis, c'est de l'histoire ancienne, les Américains ont l'habitude d'abattre des ballons. C'est une vieille histoire, ça remonte à loin. Laissez-moi vous raconter une histoire qui remonte exactement il y a 80 ans, c'était le projet Fugo. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains avaient, après la bataille de Pearl Harbor, réussi un audacieux raid mené par le lieutenant-colonel Jimmy Doolittle, qui a consisté à décoller à bord de bombardiers B-25 de porte-avions américains qui sont arrivés suffisamment au large des côtes japonaises pour lancer des bombes sur Tokyo. La surprise a été totale et les quelques bombes tombées ont humilié les militaires japonais qui dirigeaient le pays. Et c'est alors qu'ils ont envisagé des moyens de représailles. Et parmi ces moyens de représailles, les scientifiques japonais avaient dans les tiroirs une idée de lancer des bombardements de la côte américaine à partir de ballons qui seraient lâchés sur les côtes japonaises et portés par les vents du Pacifique. Il faut savoir que à haute altitude, soufflent des vents qu'on appelle les jet stream, c'est-à-dire les courants jet. Ils soufflent à entre 7000 et 16 000 mètres et ils peuvent aller jusqu'à 300 km/h et ils soufflent d'ouest en est. Durant les années 1920, les scientifiques japonais de l'Institut météorologique de Tokyo avaient remarqué ceci et l'armée avait envisagé dès les années 30 de monter un projet de lancer des ballons contre les États-Unis en cas de guerre. C'est ce qui va être fait. Seulement, les Japonais avaient énormément de problèmes. Déjà, vous pouvez le voir sur cette animation, les jet streams qui traversent l'océan, on n'en connaissait pas la carte à cette époque-là. Donc il a fallu un certain temps pour que les Japonais dessinent une carte de ces vents à partir de ballons météo. Et c'est seulement vers la fin de l'année 1943 qu'ils sont à peu près prêts. Ensuite, il faut confectionner les ballons. Alors, l'idée a été de faire des ballons gonflés à l'hydrogène qui étaient munis d'un système automatique pour pouvoir traverser l'océan à une altitude constante. Oui, le jour, le soleil chauffe l'enveloppe du ballon, le fait se dilater, et la nuit, bien c'est l'inverse. Donc le ballon, selon la température extérieure, qui peut varier de manière très importante, va monter et descendre et peut-être même quitter le fameux jet stream. Donc il y avait un système automatique qui faisait que du lest était lâché du ballon et une soupape qui permettait d'enlever du gaz pour descendre. Et le fait de lâcher du lest permettait au ballon justement de remonter. Les Japonais ont trouvé un système pour permettre de créer une toile en papier fait à partir d'un fibre de kozo, c'est-à-dire un mûrier local, et ont trouvé un procédé industriel pour en faire en grande quantité. Et donc toutes ces feuilles sont jointes par de la fécule de pomme de terre locale, on appelle ça le konyaru nori. Et ils ont monté tout un système industriel en faisant appel à une main-d'œuvre forcée, des écoliers, des écolières surtout. Vous pouvez en voir ici, leurs cours étaient spécialement aménagés pour prévoir tous les jours des heures d'atelier. Donc les ateliers étaient aménagés dans les écoles, dans les théâtres, bref, partout sauf dans des usines, sous la surveillance de militaires. Et au mois de novembre 1944, eh bien, ont eu lieu les premiers lâchers. Alors, les Japonais s'imaginaient qu'en lançant des bombes incendiaires, ils allaient provoquer d'immenses incendies dans les grandes forêts américaines et semer la panique parmi les populations qui étaient sensibilisées d'ailleurs aux fameux V1 et V2 qui à l'époque sévissaient en Angleterre. Ils s'imaginaient causer une grande panique. C'est mal connaître le peuple américain, mais surtout c'est mal connaître les réalités géographiques. Quand ils lancent les ballons au mois de novembre 1944, là où les vents sont les plus forts, eh bien c'est l'hiver. Il est souvent pluvieux sur la côte ouest américaine, qui ne connaissait pas à cette époque les problèmes de sécheresse, et les quelques bombes qui vont tomber sur le territoire américain vont créer des incendies minimes qui vont être rapidement éteints. Donc au mois de novembre, le 3 novembre 1944, le jour anniversaire de l'empereur, ont lieu les premiers lâchers de ballons qui traversent l'océan. Alors, il y aura au total 9000 ballons qui seront lancés durant toute la guerre,
eh bien, très peu, en fait, atteindront véritablement leur objectif. Beaucoup se perdront en route, et on sait que 285 ballons ont été trouvés sur le continent américain, trouvés, peut-être le double sont réellement tombés sans que personne ne s'en rende compte. Bon, bref, c'est une quantité infime. Les militaires japonais le savaient. Quant aux Américains, eh bien, un navire américain, le surlendemain du premier lancé, a trouvé une enveloppe de ballons flottante dans l'océan. Bon, ça a été envoyé à la hiérarchie de la Navy, qui ne savaient pas trop que penser, mais les autorités américaines ont trouvé d'autres débris un peu partout sur la côte américaine, et là ils ont vite compris qu'ils ont été qu'ils sont soumis à une attaque. Donc le haut commandement américain va imposer une censure complète de la chose. Pas question que les Japonais puissent avoir la moindre indication sur le résultat de leur entreprise. Beaucoup des ballons tombent dans des forêts, des lieux désertiques, et en fait beaucoup ne fonctionnent pas. Quelques-uns fonctionnent et les incendies qu'ils provoquent sont assez minimes. Il y en a même quelques-uns qui sont capturés intacts, ce qui permet aux Américains de les étudier. Et on peut voir même un film ici où un ballon est approché par un avion. Il vole évidemment très lentement, poussé simplement par le vent. On peut voir donc quelqu'un d'un peu téméraire en train de le manipuler. Donc là, vous voyez les sacs de lest et la bombe au milieu, qui normalement est déclenché au bout de 3 jours dans la mécanique. Le système automatique lâche la bombe. 3 jours, c'était le temps qu'estimaient les Japonais pour que le ballon puisse faire la traversée. Ça n'a pas toujours marché. Ceci dit, eh bien, l'aviation américaine a quand même été mise en état d'alerte, et il y a eu des tentatives d'interception. Le 23 février 1945, le First Lieutenant Clinton Berger a décollé de la base californienne de Santa Rosa sur un chasseur P-38 que vous voyez là, et a battu un ballon près de Calistoga, c'est-à-dire c'est au nord de la baie de San Francisco. Puis, le 22 mars 1945, un ballon volant à haute altitude a été repéré sur l'État de Washington, c'est-à-dire au nord-ouest des États-Unis, là où il y a la ville de Seattle, et il a été intercepté par 3 Bell P-63 King Cobra, qui étaient stationnés sur la base de Walla Walla, dans l'État de Washington. C'était des avions qui étaient surtout destinés à l'exportation vers la Russie, pour aider l'armée russe à se battre contre les nazis à l'époque, et quelques-uns étaient utilisés pour entraîner les mitrailleurs des bombardiers américains. Quoi qu'il en soit, il y a une patrouille de 3 chasseurs qui est prévenue de l'arrivée d'un ballon, qui décolle, et ils vont essayer de suivre ce ballon. Mais intercepter un tel ballon, c'est difficile, parce que comme je vous ai dit, ils étaient portés par les Jetstream, donc ce qui est arrivé, du moins sur la côte américaine, volait très haut, 7000 mètres et même plus. Donc pour monter à ces altitudes dans ces avions, c'est compliqué. Donc là, les 3 chasseurs ont suivi patiemment le ballon, et ils se sont même posés à 2 reprises pour faire le plein. Un des pilotes a même décidé de poursuivre le ballon en voiture, mais le ballon qu'ils ont suivi a commencé à dériver vers le sud, et c'est au-dessus de la ville de Reno, alors que visiblement il allait continuer à sa poursuite. Un des pilotes américains parvient à le rejoindre à la bonne altitude et l'abattre à coups de mitrailleuse. C'est d'ailleurs la seule victoire du P-63 King Cobra qui a été piloté par un pilote américain qui soit connu dans l'histoire de l'aviation. Enfin, on a eu l'US Navy qui a rencontré tout un essaim de ces ballons, et qui, le 13 avril 1945, ce sont des chasseurs F-6F-L4 que vous voyez ici, a réussi à en abattre 9 au large des îles Aléoutiennes, mais en ont laissé filer plein d'autres parce que ces ballons étaient largués en masse. Alors, des dégâts minimes. Les Américains ont organisé une unité de pompiers aériens qui étaient des parachutistes même, qui étaient prêts à être lancés par Douglas DC-3. Et le fait de mettre une censure complète, c'est une arme à double tranchant, parce qu'il y a eu un seul accident. Un couple, un pasteur et son épouse, qui était institutrice, avaient emmené quelques enfants en classe verte, et eh bien, une enfant, une adolescente, avait remarqué qu'il y avait une chose étrange dans la forêt où ils étaient. Elle a commencé à toucher ce qui était la bombe. Elle a explosé, faisant 5 victimes, tuant l'institutrice et 5 enfants. Ce sont en fait
les seules victimes civiles de la Deuxième Guerre mondiale sur le continent américain. Alors, la campagne des ballons, eh bien, elle s'est arrêtée subitement au mois d'avril 1945. Pourquoi? Eh bien plus efficace que les chasseurs de l'US Air Force, qui ont réussi quelques interceptions. Ce sont les bombardiers B-29 de l'armée américaine, qui, en pilonnant systématiquement le Japon, ont détruit l'usine qui produisait l'hydrogène pour alimenter ces ballons, et ont mis fin à la campagne. Cette campagne, d'ailleurs, est presque un symbole de toute la guerre du Pacifique, alors que les Japonais essayaient d'attaquer le continent américain avec des petits ballons de papier, les Américains les ont anéantis avec une bombe atomique. Cette affaire, c'était il y a 80 ans, plusieurs interceptions de ballons. Mais encore plus loin dans le temps, il y a près d'un siècle, il y avait également des pilotes américains pendant la Première Guerre mondiale qui ont fait de la chasse aux ballons leur spécialité. Et le plus célèbre d'entre eux était le Second Lieutenant Frank Luke, que vous voyez ici. Frank Luke, il est né en 1897 dans l'Arizona. L'Arizona, c'est cet état américain qui borde la frontière du Mexique et qui est au milieu des montagnes rocheuses. Ce sont les paysages des westerns que nous connaissons tous. En 1897, l'Arizona, c'est un pays qui est pratiquement encore dans l'époque du Far West. Vous pouvez voir la ville de Phoenix, où il est né, ici, avec les paysages de montagne tout autour. Il y a encore des chevaux. Et là, vous voyez une image du président Taft, président américain, qui visite la ville en 1907. C'est pratiquement encore le Far West. Alors, Frank Luke, il est né dans une famille, Frank Luke Junior, puisque son père c'est Frank Luke Senior, et c'est un Allemand, un immigrant allemand. Il a émigré aux États-Unis en 1874, il s'est marié, il s'est d'abord installé à New York, puis il est venu s'installer en Arizona, où là, véritablement, il a fondé sa famille. C'est une famille de 8 enfants, Frank Luke est le cinquième, et eh bien, monsieur Frank Luke Senior a dirigé sa famille d'une main de fer. Ce qui fait que le jeune Frank, lui, a toujours eu un problème avec l'autorité. Regardez le joli bébé. Le jeune homme, quand il grandit, a dû se prendre taloche sur taloche de la part de son père. Et en tout cas, son père a investi dans des mines, dans une industrie minière, des mines de cuivre, et a pu avoir certains revenus. Pas pour faire de lui un milliardaire, hein, très loin de là. Non, juste quelqu'un de la classe moyenne supérieure. En tout cas, il a pu offrir des études secondaires, tout juste, à ses enfants, et notamment donc le jeune Frank, qui a fréquenté la public school de Phoenix. En fait, c'est l'équivalent d'un lycée, et il a pu mener des études qui sont l'équivalent du bac aujourd'hui, ce qui était pas mal à l'époque. Dans cette école, jeune Frank, lui, va montrer un tempérament sportif. Il excelle absolument dans toutes sortes de sports, le foot, la boxe, qui le passionne. Et pendant les vacances, il va travailler dans les mines de cuivre et s'aventure dans les montagnes qu'il explore armé de son fusil. Comme je vous disais, c'est le Far West, encore. Le voilà avec des camarades de l'université, sur la droite. Et là, il est dans un événement à Phoenix. Quand arrive la Première Guerre mondiale, les États-Unis restent neutres. Et il a une de ses sœurs qui, elle, s'engage dans la Red Cross américaine en volontaire. Cette grande sœur lui écrit, et lui, ça le travaille. Quand les États-Unis entrent en guerre au mois d'avril 1917, il décide de s'engager volontairement dans le Signal Corps, c'est-à-dire dans l'arme du génie de l'armée américaine, et il ambitionne de devenir mécanicien. La mécanique, visiblement, le passionne. Sauf que donc, il a même pas 20 ans à l'époque, et bien là, le cours de mécanique qu'il convoite est déjà pris, il n'y a plus de place, donc c'est un peu par hasard qu'il bifurque vers l'aviation, sans doute avec enthousiasme, mais on va dire c'est un coup du destin, et il commence sa formation théorique dans un fort au Texas, où là, il doit suivre un enseignement théorique et passer un examen théorique. Alors il est en retard par rapport à l'essentiel de ses camarades, qui eux sont issus des universités américaines, son niveau est assez limité, mais il termine dans les premiers de sa promotion, véritablement en travaillant beaucoup.
Suite à ça, il part en Californie sur la base de San Diego. Vous voyez là, à ce moment-là, où il apprend réellement à piloter sur des avions de l'aviation américaine. Et, pour la petite histoire, il y rencontre une jeune femme avec laquelle il se fiance à ce moment-là. Donc après avoir obtenu ses ailes, ses wings, il est envoyé en France comme des centaines de milliers de soldats américains. Il y va au début de l'année 1918. Et à peine débarqués, les soldats américains, on les fait défiler en France pour remonter le moral de la population, mais ce ne sont pas des troupes qui peuvent être engagées tout de suite, parce que l'armée américaine, son expérience de combat, ce sont les bandits mexicains et les Indiens. Donc là, évidemment, face aux Allemands, c'est pas des flèches qui vous tombent dessus, mais des obus. Donc il y aura un temps très long pour que l'armée américaine s'entraîne aux techniques de guerre moderne. Ça vaut pour les soldats, ça vaut aussi pour les aviateurs. Frank Luke, bien qu'il soit pilote, tout ce qu'il a piloté, ce sont véritablement des vieux coucous de l'armée américaine. Il n'est pas du tout entraîné sur les avions de combat de la guerre aérienne moderne. Avec ses camarades pilotes, il va aller à l'instruction dans un camp de l'armée de l'aviation américaine, on appelait ça l'USR Service, sur la ville d'Issoudun, où là, il va être entraîné sur les avions utilisés par l'armée française. Donc de grandes baraques sont construites à Issoudun. Puis ensuite, il est envoyé à l'école de tir de Cazaux, sur l'étang de Cazaux, l'étang de Biscarrosse exactement. Eh bien, il y avait une petite hydrobase qui était aménagée où sur hydravion, les pilotes faisaient du tir sur le lac, du tir sur des cibles mouvantes qui étaient remorquées. Eh bien, Franck, le tir, les armes à feu, ça n'a aucun secret pour lui. Quand on sort, on est un cow-boy, on sort de l'époque du Far West, tirer à la carabine, et c'est pas plus compliqué que tirer à la mitrailleuse. Et c'est ce qu'il fait de manière excellente. Il est classé 2e de sa promotion en tir. Là, vous le voyez en train de s'exercer sur une mitrailleuse allemande capturée. Il est à Cazaux, ça ne l'empêche pas de faire un peu de tourisme, d'aller à la plage avec ses camarades, puis il revient après sur le front, croit-il. Pas du tout. Le hasard de l'affectation fait qu'il est affecté le 30 mai 1918 au centre d'Orly, faire du convoyage, convoyer des avions des dépôts vers les escadrilles. Et là, Franck, il va pas aimer du tout. Il va faire des pieds et des mains pour aller dans une unité combattante et véritablement empoisonner sa hiérarchie qui, presque de guerre lasse, va l'envoyer dans une escadrille au front. Ça va être le 27e Aero Squadron, que vous voyez ici, dont vous voyez le symbole ici, c'est un aigle. Et là, eh bien, Frank Luke va se distinguer par son mauvais caractère. Et, les pilotes de cette unité, on est au mois de juillet, ont déjà une expérience de combat, se sont déjà frottés à l'aviation allemande et forcément subi des pertes. Pour Frank Luke, il n'a aucun respect et aucune considération pour les pilotes qui viennent du front. Lui, il veut il veut absolument en découdre, et vous allez voir ce que vous allez voir, moi je suis déterminé à me battre. Donc, il est considéré comme un espèce de mouton noir par ses camarades d'escadrille, et notamment par son chef d'escadrille. Là, vous voyez un avion du 27e Aero Squadron, et là, vous le voyez à côté, sur une autre photo, avec son chef d'escadrille, le capitaine Alfred Grant, qui le considère comme un vantard, un malappris, véritablement, et en fait, dans l'escadrille, Frank Luke n'a qu'un seul ami, c'est le First Lieutenant Joseph Wener, qui est un Américain d'origine allemande, et issu de la région de Boston, et il est soumis à un certain ostracisme de la part de ses camarades, parce que c'est un Boche, on le considère comme un Boche, et à tel point que l'armée américaine a même mené une enquête pour lui, pour savoir s'il n'était pas un espion. Donc lui aussi, il est considéré comme un espèce de mouton noir, et Frank Luke, qui est lui aussi d'origine allemande, eh bien, ils ont quelques points en commun. Donc les deux compères vont bien s'entendre et faire en sorte de partir en mission ensemble. Le 18 août 1918, l'aviation américaine est affectée en Champagne, principalement. Et là, lors d'une mission d'escorte de bombardiers, Frank Luke va quitter les bombardiers et plonger à l'attaque d'avions allemands aperçus un peu plus loin. Il va avoir un combat très rude sur son chasseur Spad, et il va revenir complètement troué,
et dire « ça y est, j'ai eu mon Boche, j'ai descendu un Allemand ». Donc il raconte tout ça à l'escadrille, personne ne le croit, et sa victoire n'est pas homologuée. Alors, il est absolument furieux, parce que l'avion est tombé, qu'il aurait abattu est tombé trop loin des lignes, et avec Wenner, ils comprennent une chose, pour avoir une victoire homologuée, le plus simple, c'est en fait d'attaquer les ballons captifs allemands. Les ballons captifs allemands, j'en ai parlé lors d'autres vidéos sur des as de l'aviation française, notamment Bourjade, mais également Michel Coiffard ou Maurice Boyau. Un ballon captif, c'est une cible, entre guillemets, facile, puisque c'est un ballon captif qui ne bouge pas, qui est gonflé à l'hydrogène, donc on peut l'abattre de quelques balles et le faire s'enflammer, mais si c'est facile à toucher, c'est très difficile à approcher, parce qu'il est défendu par tout un réseau de DCA, et même protégé par des avions, des chasseurs allemands. Que cela ne tienne, Frank Luck et Wenner, et son équipier Wenner, vont s'employer à attaquer les ballons allemands. Et cela va commencer lors de l'offensive de Saint-Mihiel. Saint-Mihiel était un saillant du front. Vous le voyez ici sur la carte, c'est tout à droite de la carte, une zone qui faisait saillant sur le front, qui a été formée dès 1914, que l'armée française n'a jamais pu conquérir. Là, avec l'arrivée des troupes américaines, il y a une supériorité numérique pour les Alliés, et le saillant de Saint-Mihiel est attaqué. Et c'est l'armée américaine qui s'y colle. Eh bien, Frank Luck, il va commencer à se faire un nom, il abat un Draken le 12 septembre, il en abat 2 autres le 14, et rien de moins que 3 autres le 15. À chaque fois, il a remporté donc 6 victoires en 3 jours, et à chaque fois, son avion SPAD revient à l'état de passoire. Luck considérait que rien, même pas les tirs ennemis, ne devait le faire dévier de sa cible. Alors, il était protégé par Wenner, qui éloignait les chasseurs allemands, quand lui, il attaquait les ballons, mais ça n'en empêchait pas de revenir absolument criblé de plomb. Et il repart après l'offensive de Saint-Mihiel, c'est là qu'on a la grande offensive généralisée, c'est l'offensive Meuse-Argonne, qui commence vers le milieu du mois de septembre. Il repart de plus belle au combat, et il abat 2 nouveaux ballons le 16 septembre, puis 2 ballons et 3 avions le 18 septembre, au terme d'une journée faste, où il mène plusieurs combats. La dernière victoire, alors vous le voyez ici sur son chasseur SPAD, il en a eu plusieurs, puisqu'il en consommait, il en a eu au moins 5, je crois. Et là, vous le voyez attaquer un ballon. Donc à la fin de cette journée du 18 septembre, il abat un avion allemand dans les lignes américaines, donc la victoire est incontestable, elle est homologuée, et il est même photographié, l'US Air Service demande à ce qu'il soit photographié à côté de la victoire. Vous le voyez ici, il n'est pas très souriant, pourquoi? Eh bien, son équipier Wenner n'est pas revenu, alors que lui il est revenu, où est-ce qu'il est passé? Il a été descendu par des Fokker D7 de l'aviation allemande, et quelques instants plus tard après cette photo, il va apprendre que son équipier et son seul ami en fait a été tué. Donc il va être assez déprimé, et il va s'octroyer on va lui accorder une petite permission pour se requinquer un petit peu dans Paris. À ce moment-là, il goûte les lauriers de la gloire. Avec son exploit d'avoir abattu 5 avions et ballons en une journée, la presse américaine parle de lui. Là, vous avez la une du Chicago Tribune. Vous pouvez voir qu'il y a un article en première page. Donc, Luck a battu un record en abattant plusieurs ballons. Et ça ressort même dans la presse française. Vous avez un extrait qui raconte que Luck abat des ballons. Donc, on commence à parler de lui. Vous l'avez là sur la photo, dans son uniforme, il est à gauche, dans les rues de Paris. Mais il n'a pas véritablement le temps de s'installer, de profiter des plaisirs de la capitale, car c'est la dernière grande offensive où l'armée allemande va être vaincue. Il revient donc au front, et le 28 septembre, il abat de nouveau un ballon et un biplace ennemi. Puis il reste sur un terrain dans la zone près du front, sans revenir à son escadrille. Donc en fait, il est en absence irrégulière, à tel point que son chef d'escadrille lui envoie un message en lui disant de revenir, sinon il le placera en cour martiale. Bon, voilà l'ambiance. Le lendemain, le 29 septembre, il décolle, pour la dernière fois.
Il décolle pour la dernière fois, il survole la zone de l'offensive de l'armée américaine et il abat 3 ballons dans la région d'Avocourt. Et alors qu'il survole le village de Murvaux, il est touché, blessé par le tir d'une batterie ennemie. Alors, il pose son appareil dans un champ au nord-ouest du village, sur une zone que vous voyez ici, derrière la haie d'arbres. Et là, grièvement blessé, il a la force de s'extirper de son spade. Selon des témoins français du village de Murvaux, il voit le pilote américain ramper vers le ruisseau qui est non loin, et à ce moment-là, des soldats allemands arrivent. Frank Luc, courageusement, se lève et décharge contre eux 3 balles de son revolver Colt 1911. Il meurt, l'arme à la main. Il a remporté 18 victoires homologuées en 17 jours. Il n'est pas le premier pilote américain de la guerre. Le plus grand as de la Première Guerre mondiale était Frank Rickenbacker, avec 26 victoires. Frank Luc est le pilote dont la carrière a été la plus fulgurante. Et donc il est enterré dans un cimetière militaire américain, en France. Il y a un monument à l'endroit où il est tombé, l'arme à la main. Et il a été décoré, juste après la guerre, de la plus haute décoration américaine, à titre posthume évidemment, la médaille d'honneur du Congrès. Et Frank Luc, eh bien, on revient à notre histoire de ballon. C'est précisément pour lui rendre hommage que les 2 F-22 Raptor, qui ont été lancés à la poursuite du ballon chinois qu'ils ont abattu, ont pris pour indicatif radio les noms de Frank 1 et Frank 2. Je vous remercie.